Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, une des dernières pour moi, donc je suis très contente d'être avec vous pour ça. On va donc parler d'AVC et de reprise de la conduite automobile. Et en fait, c'est toujours intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet ou pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. D'abord parce que même si les données ne sont pas très importantes, on a quelques données sur la littérature et l'impact que peut avoir un accident vasculaire cérébral sur l'accidentalité des conducteurs post-AVC. Et même si les études sont peu nombreuses et globalement pas avec un niveau de preuve très, très important, c'est quand même intéressant de constater que certaines études ne montrent pas de différence significative, mais que dès qu'on rapporte le nombre d'accidents au nombre de kilomètres parcourus, on s'aperçoit que les conducteurs post-AVC présentent un taux d'accidentalité significativement supérieur aux personnes qui n'ont pas eu ce type d'atteinte. Donc pour une question de sécurité routière, c'est aussi intéressant de se poser la question pour nos patients. Ensuite, on doit s'y pencher parce que c'est une activité qui est réglementée. Et le dernier arrêté en date du 28 mars 2023. Et il fait bien la distinction entre les conducteurs de véhicules légers, comme vous et moi dans notre vie quotidienne avec notre petite voiture. Et ensuite, on parle du groupe lourd. Et ça, c'est un groupe dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'il présente des spécificités vraiment particulières. Non seulement la réglementation est un petit peu plus stricte en général que pour le groupe léger, mais en plus ça pose plein d'autres problèmes parce que quand on conduit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'on soit ambulancier, qu'on soit conducteur de bus, qu'on soit taxi, etc., eh bien l'activité de conduite, c'est pas 3 quarts d'heure, 1 heure et demie dans notre journée. C'est souvent 7, 8, 9, 10 heures. Et la fatigabilité post-AVC pose vraiment des questions différentes et on ne pouvait pas mélanger les deux types de population. Donc les recommandations dont je vais vous parler aujourd'hui ne concernent que le groupe léger. Ensuite, c'est intéressant aussi que je vous rappelle que ces recommandations ne concernent pas le groupe lourd et les pathologies qui sont évolutives, de même que les pathologies qui ont une réglementation vraiment spécifique à elles-mêmes, comme par exemple l'épilepsie, mais on en reparlera. Alors, que nous dit la réglementation ? Eh bien, le Code de la route nous rappelle que les conducteurs doivent être en état physique, cognitif et sensoriel pour pouvoir conduire en toute sécurité et fait référence à l'arrêté dont on va reparler pas mal aujourd'hui. Ce Code de la route nous rappelle aussi que c'est aux conducteurs de faire en sorte de maintenir la validité administrative de leur permis et que si jamais ils présentent une pathologie qui est concernée par cet arrêté, alors ils doivent se présenter devant un médecin agréé par la préfecture, qui sont le plus souvent des médecins généralistes en ville aujourd'hui et qu'on ne va à la préfecture maintenant que quand on a un problème d'infraction ou de problématique en lien avec les toxiques. Alors, que nous dit cet arrêté ? Cet arrêté, il nous dit qu'en fait, toute personne présentant une atteinte neurologique qui se manifeste cliniquement par une atteinte motrice, une atteinte sensitive, qui touche l'équilibre trophique, qui perturbe l'équilibre ou la coordination, eh bien, ces patients-là doivent être évalués et passer devant un médecin agréé pour savoir s'ils sont en capacité de conduire ou pas. Donc, l'importance de l'examen clinique est capitale. Qu'est-ce que nous dit précisément la réglementation sur les accidents vasculaires cérébraux, maintenant qu'ils sont réunis depuis mars 2023, que ce soit un AVC ischémique ou un AVC hémorragique, la problématique est la même. Eh bien, la réglementation nous dit qu'il y a une incompatibilité tant que l'état de santé n'est pas stabilisé et que le bilan n'a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comportant au moins un médecin spécialiste, soit neurologue, soit médecin de MPR, et un ergothérapeute. On ne voit pas apparaître ici le neuropsychologue dont on va parler tout à l'heure. Il paraîtrait que ce soit pour des questions de code réglementaire. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, il n'y avait pas de possibilité de mettre les neuropsychologues dans cet arrêté. C'est bien dommage. Ensuite, il peut y avoir une incompatibilité définitive ou une compatibilité temporaire ou définitive en fonction de l'avis du médecin agréé qui tiendra compte du bilan pluriprofessionnel qui est évoqué juste au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Antérieurement, même si ça n'était jamais respecté, antérieurement, les patients victimes d'accidents ischémiques transitoires devaient tous, avant de reprendre la conduite, passer devant un médecin agréé. Ça y est, ça c'est supprimé. Les patients qui ont un traitement préventif et qui sont observants n'ont absolument rien à faire de particulier après leur AIT. Ensuite, maintenant, après un accident vasculaire ischémique ou hémorragique, il n'y a pas de signe clinique, ni fonctionnel, ni cognitif. Les patients peuvent reprendre la conduite sans avoir besoin de passer devant un médecin agréé. Par contre, s'il y a des signes cliniques,
qu'il soit sur la force musculaire, sur la sensibilité superficielle, sur la sensibilité profonde, sur l'équilibre ou cognitivement parlant, eh bien, ils devront passer devant un médecin agréé qui devra décider s'il y a une inaptitude ou s'il y a une aptitude temporaire ou définitive. Alors, pour la présentation des recommandations, elles ont été faites en 2016, le temps passe très vite et depuis mars 2023, certaines petites parties de ces recommandations ne sont plus tout à fait à jour vu l'évolution réglementaire et il sera donc intéressant qu'un jour quelqu'un se penche sur la question pour les remettre à jour. Donc vous verrez que sur le diaporama, je vous ai mis en rouge ce qui du coup doit être lu un petit peu différemment par rapport à ces recommandations de 2016. Donc ce sont des recommandations pour la pratique clinique réalisées selon la méthodologie HAS avec un comité de pilotage qui comprenait 4 copromoteurs qui étaient Comed France, la SOFMER, la FEDMER et l'IFSTAR. Et il y a eu bien sûr un groupe de travail pluriprofessionnel qui s'est réuni, un groupe de lecture et donc la rédaction des recommandations. L'objectif général, c'était vraiment de définir le meilleur processus à la fois de repérage, d'évaluation, mais aussi d'accompagnement des patients post-AVC ou TC, d'ailleurs c'était toutes les lésions cérébrales acquises non évolutives, en tenant compte à la fois des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles, mais aussi du droit à la mobilité de chacun et surtout des problématiques d'objectifs de sécurité routière. Les objectifs opérationnels se sont déclinés en décrire des critères pour vraiment essayer de décrire au mieux l'évaluation pluriprofessionnelle dont on parle, de décrire donc les modalités pratiques de l'évaluation et ensuite d'améliorer l'accompagnement, puisqu'on en dira quelques mots. Une fois que le patient a fait son évaluation, eh bien, il a encore pas mal de démarches à faire et ce n'est pas forcément facile de gérer ça tout seul. Donc je vous le rappelle, les situations qui ne sont pas traitées, ce sont les pathologies comme les tumeurs cérébrales, comme la sclérose en plaques, comme le groupe lourd, donc nos chauffeurs de taxi, nos ambulanciers, nos conducteurs de bus, etc. L'épilepsie et aussi le véhicule sans permis, hein, puisque comme ils sont sans permis, ils ne sont pas concernés. En ce qui concerne le parcours de soins, dans la littérature, il a fallu trouver une solution pour essayer de différencier la gravité de nos patients post-AVC. Malheureusement, on ne peut pas se contenter de parler de gravité fonctionnelle uniquement, puisque finalement, ce qui va être le plus embêtant sur l'activité de conduite automobile, ça va être les séquelles cognitives de ces AVC. Et on s'est donc rendu compte que dans la littérature, la plupart du temps, on séparait les patients qui avaient nécessité une prise en charge rééducative, le plus souvent en centre de rééducation, et ceux qui n'en avaient pas eu besoin. Et on a donc décrit comme AVC mineurs les patients qui avaient fait leur AVC, passé en neurologie, rentré à la maison, sans prise en charge spécifique au décours de cet accident vasculaire. Pour ces patients-là, la littérature nous montre qu'il y a des risques de récidive qui sont relativement importants dans la première semaine et qui sont ensuite réévalués à 1 mois, et qui là sont beaucoup moins significatifs. Cependant, pendant ce groupe de travail, 1 mois paraissait énorme pour interdire le risque de reprise de la conduite pour cause de récidive potentielle. Et il a donc été acté, comme dans d'autres pays, un délai de 15 jours sans reprise de la conduite automobile après un accident vasculaire cérébral. À la suite de ces 15 jours, il faut que l'examen médical soit fait avec une évaluation cognitive. Ce qui est préconisé, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est la MOCA. Soit cet examen clinique est strictement normal sur le plan fonctionnel, la MOCA est supérieure ou égale à 26, eh bien le patient, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas de signe extériorisé. Il pourra donc reprendre la conduite sans passer devant un médecin agréé. Par contre, si notre patient a soit une MOCA inférieure à 26, soit des troubles fonctionnels ou sensitifs, à ce moment-là, il sera nécessaire de pouvoir faire une mise en situation sur route, soit pour déterminer la nécessité d'un aménagement ou pas, et ou d'un bilan neuropsychologique, on en reparlera, avant de passer devant un médecin agréé pour savoir s'il peut reprendre la conduite ou pas. En ce qui concerne les AVC dits modérés à sévères, c'est-à-dire tous nos patients qui ont nécessité une prise en charge en rééducation à l'issue de leur prise en charge en aigu, là, le délai sans reprise de la conduite a été maintenu à 1 mois, nécessite un examen médical, un bilan cognitif sur les fonctions importantes pour l'activité de conduite, une évaluation sur route et enfin l'avis du médecin agréé. Ce bilan pluriprofessionnel, il a pour objectif de faire un examen clinique qui reprend bien évidemment l'anamnèse, qui a pour objectif de repérer d'éventuelles contre-indications réglementaires à la reprise de la conduite. Par exemple, l'épilepsie est réglementée. Si le patient en est atteint, il est important de respecter cette réglementation. Par exemple, le champ visuel est également réglementé et un patient qui présente une HLH ne rentre pas dans le cadre réglementaire pour une reprise de la conduite sur le plan ophtalmo.
Ensuite, l'examen sensorimoteur est évidemment très important, que ce soit sur le plan de la sensibilité superficielle, la sensibilité profonde, aussi les amplitudes articulaires, enfin bref, tout l'examen clinique que vous connaissez par cœur. Il vise aussi à essayer d'éliminer une héminégligence et repérer d'éventuels troubles du comportement ou une anosognosie potentielle qui n'est pas un facteur de très bon pronostic pour une reprise de conduite sécuritaire. Ensuite, pour essayer d'évaluer le plus rapidement possible et le plus précisément possible, même si ça reste très imparfait, les fonctions cognitives de nos patients, la littérature nous montre qu'entre la BREF, le MMS et la MoCA, c'est la MoCA qui est le mieux corrélée aux capacités de reprise d'activité de conduite sécuritaire sur route. Et donc, c'est pour ça que c'est la MoCA qui a été préconisée, d'autant que c'est un test qui est disponible en français, en 3 versions, qui permet de le faire repasser régulièrement si nécessaire, sans avoir de problématique de test-retest. Et puis cette consultation, elle vise aussi à apporter des informations sur les conséquences potentielles d'un AVC sur l'activité de conduite et aussi sur toutes les démarches réglementaires à réaliser. En ce qui concerne le bilan neuropsychologique, quand on a épluché la littérature, il y a plus de 150 tests qui ont été, pour lesquels il y a eu des essais de corrélation entre capacité de conduite sécuritaire et résultats au test. Et c'est impossible aujourd'hui, enfin c'était impossible en 2016 de pouvoir dire, voilà, le bilan il doit comporter tel test, tel test, tel test. Donc la seule chose sur laquelle ce groupe de travail a pu se mettre d'accord, c'est le fait d'utiliser des tests psychométriques validés et maîtrisés par l'opérateur, qui puissent aller explorer les fonctions importantes pour la conduite, donc les fonctions attentionnelles, la vitesse de traitement de l'information visuelle, les capacités exécutives, etc. Et ce bilan, il a en fait vraiment 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'éliminer une négligence spatiale unilatérale qui, parfois, passe à la trappe dans notre examen clinique et qui peut être extrêmement invalidante sur l'activité de conduite. Ça, là-dessus, la littérature est sans appel sur le fait qu'une négligence spatiale contre-indique la reprise de la conduite automobile. Mais ce bilan, il est aussi très utile lors des synthèses pluridisciplinaires après le test sur route pour essayer d'aiguiller au mieux la suite de ce qu'on pourra proposer aux patients si malheureusement la mise en situation sur route ne s'est pas avérée sécuritaire. La mise en situation sur route, dans la littérature, on voit qu'au-delà du temps, qui n'est pas forcément une variable indispensable, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir mettre les patients en situation très variée et que finalement on puisse évaluer en toutes circonstances, donc des lignes droites, des tournants à droite, des tournants à gauche, des stops, des sens interdits, des feux, mais aussi des voies d'insertion, des voies beaucoup plus rapides, puisque finalement si on a un ralentissement cognitif et en particulier un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information visuelle, eh bien c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes difficultés à 30 km/h qu'à 110 km/h. Donc, dans la littérature, il est spécifié que ces mises en situation doivent être d'au moins 45 minutes. Si en 45 minutes, on peut se confronter aux situations de route variées qui ont été décrites dans les recommandations et qu'elles se fassent en binôme. Un moniteur d'auto-école qui assure la sécurité du véhicule et qui donne les consignes à la personne au volant pour les indications pratiques, on va dire, et puis un professionnel de santé. En France, ce sont essentiellement des ergothérapeutes, mais dans certains pays anglo-saxons, il y a des kinés, des neuropsys, des ergots qui bénéficient d'une formation spécifique pour faire de l'évaluation à la conduite et qui sont donc associés dans le véhicule pour observer l'activité de conduite des patients. Et le critère de jugement, le seul vrai critère de jugement qu'on a pu mettre en évidence de façon collégiale, c'est la notion de dangerosité actée par soit le fait qu'il y ait eu une intervention sur le frein ou sur le volant pour une question de sécurité. Donc c'est la question de sécurité, c'est une intervention sur le frein parce que la personne n'a pas vu un sens interdit, parce qu'elle n'a pas vu un feu, c'est une intervention sur le volant pour éviter d'aller percuter la voiture qui est sur la voie d'à côté. Et ça paraît idiot, mais je vous assure que ça arrive souvent. Donc c'est toujours très intéressant de vivre une mise en situation de patients cérébrolésés pour voir comment ça se passe. En termes de simulateurs, bon, certes, ça permet des mesures objectives, mais finalement, il y a très peu d'études, souvent sur de toutes petites cohortes. Et finalement, en tout cas en 2016, il n'y avait pas de meilleure corrélation entre un bilan neuropsychologique seul et la vie qu'on pouvait donner derrière et la capacité réelle à pouvoir conduire en sécurité sur route qu'avec un simulateur. Donc un bilan neuropsy coûte moins cher qu'un simulateur. D'autre part, il y a d'énormes diversités des matériels et des scénarios qui sont utilisés. Et il est toujours important de rappeler qu'il n'existe pas de normes pour le sujet sain sur le simulateur. Donc je trouve parfois complexe de pouvoir imaginer comment ça peut servir pour des patients qui, eux, ont des difficultés.
Ensuite, la synthèse pluridisciplinaire, ça c'est vraiment un élément capital, parce qu'elle permet enfin de faire le lien entre l'ensemble des éléments qui ont pu être observés, c'est-à-dire les éventuelles difficultés observées, les résultats du bilan neuropsychologique et toute l'anamnèse, et en particulier le délai par rapport à la prise en charge. Dans l'AVC, ça a été peu étudié, cette problématique de délai, mais par exemple, chez les traumatisés crâniens sévères, on sait qu'on a au moins 5 ans pour que les choses progressent significativement positivement, année après année, pendant 5 ans. Donc c'est important de le savoir pour savoir quoi dire à nos patients. Cette synthèse pluridisciplinaire, elle permet aussi de recueillir donc l'avis de l'équipe, ce qui s'est produit sur la route, les difficultés rencontrées, et puis ensuite, ça nous permet d'interroger le patient en lui demandant à lui comment est-ce qu'il a estimé l'aspect sécuritaire de sa conduite. Ça nous permet de mesurer potentiellement le degré d'anosognosie éventuelle pour nos patients. Et puis c'est aussi très intéressant de voir la conscience pour eux du risque, puisqu'il nous est arrivé assez... je ne vais pas dire tous les jours, mais assez régulièrement, d'avoir des patients qui étaient capables de griller 3 feux parce qu'ils ne les avaient pas vus et de trouver tout à fait normal de pouvoir reprendre la conduite comme ça, puisque finalement, il y avait des gens tous les jours qui grillaient des feux. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a fait le point, si tout va bien, bah, c'est facile, on explique la fin des démarches et puis l'affaire est réglée. Par contre, s'il y a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins une intervention sur le volant ou sur le frein pour les problématiques que l'on a déjà évoquées, à ce moment-là, il va falloir réfléchir. La plupart du temps, on va essayer de proposer un réentraînement sur route spécifiquement sur les actions plus difficiles à réaliser. Mais si, par exemple, notre bilan neuropsychologique nous montre que le ralentissement est majeur, que les fonctions attentionnelles sont très, très atteintes et que, malgré ça, la personne voulait faire son test sur route, bien, on va essayer de lui recommander de poursuivre sa rééducation cognitive avant de refaire un test sur route. Parfois, le bilan n'est pas tout à fait normal, mais il est loin d'être catastrophique et les patients sont restés de nombreux mois sans conduire et aussi souvent sans reprendre une activité cognitivement complexe qui fait que ils n'ont parfois pas conscience qu'ils ne sont pas tout à fait comme avant sur le plan cognitif et donc c'est intéressant de les mettre en situation en auto-école. On explique à l'auto-école ce qu'on veut qu'ils travaillent pour qu'ils se réadaptent progressivement. On refait un test et si tout va bien, et bien dans ce cas-là, il peut tranquillement aller revoir le médecin agréé pour valider la fin de ses démarches. Et puis cette synthèse, elle permet aussi d'aborder les problématiques d'aménagement du poste de conduite, les problématiques de financement et de les aider dans leurs démarches médico-administratives sur le sujet qui sont malheureusement complexes et souvent longues. Et donc, une fois qu'on a validé que la reprise de la conduite pouvait être sécuritaire, les patients se présentent devant le médecin agréé avec leurs documents. Et lorsqu'ils obtiennent leur CERFA signé avec une aptitude de reprise à la conduite, ils devront finaliser leur démarche sur le site internet de l'ANTS, qui est le site sécurisé du gouvernement. Et c'est la transition par ce site qui permet au préfet de valider l'avis du médecin agréé, ce qui est une obligation. Et c'est à réception du nouveau permis que les patients sont enfin autorisés à reprendre la conduite. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Claire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. C'est la question que je posais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez là. On suit souvent les patients pour des bilans cognitifs, nous, en HDJ. Est-ce qu'à l'issue, si on a la certification, on peut leur délivrer, en tant que médecin agréé, l'autorisation? On est considéré comme les médecins qui suivent le patient et on ne peut pas? Non. Le médecin agréé est vraiment un médecin qui est inscrit sur une liste. Oui, mais si, par exemple, je passe l'agrément, je suis inscrit sur la liste, est-ce qu'un patient que je reçois en HDJ et donc que je vais être amené à suivre sur le premier bilan, je peux lui faire ou pas? Non. En fait... C'est la double peine. Alors, parce qu'il va être obligé, alors que très souvent les médecins agréés nous demandent les bilans cognitifs et nous demandent notre avis, il va quand même être obligé de payer de sa poche une consultation supplémentaire. Donc, non seulement il ne peut pas conduire, en plus, c'est nécessaire pour reprendre le travail, il a un manque de finances, etc. Enfin, c'est la double peine, quoi. Ouais. Alors, juste, c'est pas moi qui écris les textes. Je sais bien. Non, mais je sais bien. C'est à faire remonter par le groupe de travail, c'est surtout ça. Ça a déjà été remonté à plusieurs reprises, mais quelque part, leurs arguments sont entendables. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ne nous rend pas la chose possible, c'est le fait qu'un médecin un médecin traitant, un médecin qui suit un patient ne peut pas être jugé partie.
Ça veut dire que, par exemple, si un service de rééducation veut faire ça, il faut qu'il y ait au moins 2 médecins qui soient formés, enfin, qui obtiennent le droit d'être sur la liste, là, pour que, justement, le collègue puisse s'occuper de ça pour les patients qu'il ne suit pas au quotidien, et vice-versa. Mais vous, pour vos propres patients, ceux que vous accompagnez au quotidien, ça n'est pas possible. Et ça peut s'entendre aussi sur le fait que finalement, c'est important de pouvoir garder une certaine neutralité par rapport à cette problématique qui est très importante pour eux et ne pas être potentiellement influencé par ci ou par ça. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, si on se retrouve en position de faire un bilan, un one-shot à un moment, sans faire de la rééducation ou du suivi, est-ce qu'au moment du bilan, pour la première fois, on peut le faire ? Ah oui, le bilan, bien sûr. Le bilan, vous pouvez tout à fait le faire. Ça, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut signer ensuite ? Non, vous ne pouvez pas signer. Si on fait juste le bilan et qu'ensuite on dit le patient n'a pas de contre-indication ou ira faire sa rééducation en ambulatoire, à partir du moment où on l'a vu pour le soin, c'est foutu. Même si on l'a vu qu'une fois. Ouais. Il doit passer devant le médecin agréé. Ok, et donc il faut être 2 et s'organiser comme ça. Ça. Ok, merci. Je vous en prie. J'ai 2 petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu penses quand on a des délais un peu longs pour avoir des évaluations sur route dans les centres spécialisés, d'envoyer les patients vers une auto-école pour que le patient, sous la responsabilité du moniteur, puisse faire quelques heures de conduite. Souvent, c'est des choses qu'on peut... pour que les patients prennent aussi un peu conscience de leur niveau de conduite ou se réentraînent aussi avant, parce que le stress de l'évaluation sur route est quand même assez complexe. Première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi tu as mis en rouge la partie... tu nous as dit que tu nous en reparlerais sur les patients qui ont des MoCA supérieurs à 26, qui n'ont pas besoin d'être réévalués par un médecin agréé. C'est-à-dire qu'avant, donc je vais commencer par la deuxième, je reviendrai sur la première, avant, quel que soit ce que tu présentais comme symptôme, en fait, le passage devant le médecin agréé, il était obligatoire parce qu'en fait, il y avait une compatibilité temporaire de conduite d'1 an. Et à partir du moment où il y avait une restriction temporelle, le passage devant le médecin agréé était obligatoire. Donc ce que cette nouvelle réglementation a apporté, c'est que ça évite à nos patients qui sont asymptomatiques de passer devant le médecin agréé. Donc les patients légers, on n'est plus obligé de les envoyer chez le médecin agréé. Exactement. Léger avec MoCA supérieur à 26. Voilà, il y a un examen clinique qui est tout à fait satisfaisant. Et il faut le tracer quand même. Ah oui. Quand on... Oui, j'imagine. Ça, okay. C'est sûr. Une PF isolée ? Non, mais là, une paralysie... ça dépend. S'il a aucune... on s'en fout qu'il soit paralysé de la bouche. Il ne faut pas y agir ou quoi ? C'est une contre-indication sensitive, motrice ou... Voilà, il faut que ce soit utile pour la conduite. Moi, s'il ne peut pas parler, à partir de... Voilà. C'est important à préciser aux neurologues aussi, parce que ça veut dire que les patients qui sortent de l'UNV, s'ils ont une MoCA supérieure à 26 et qu'ils ont juste une PF isolée, ou en tout cas pas de troubles moteurs, pas de troubles sensitifs, on peut dire aux collègues de neurovasculaire, dites au patient que dans 15 jours, il pourra reprendre la conduite sans passer. Et le message, il est super important. Oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça que ce nouveau texte, il n'a pas que des avantages, mais celui-là, il est présent. C'est énorme. Ouais, ok, merci. Alors, je vais juste répondre à la deuxième question de Perrine, qui était sur qu'est-ce que je pense du travail en auto-école avant une évaluation. Je suis très, très, très mitigée et voire même assez défavorable. En fait, pourquoi ? Parce que nous, on s'est rendu compte au quotidien dans nos évaluations que les patients qui étaient passés en auto-école entendent ce qu'ils veulent entendre, déjà. Et puis, les moniteurs d'auto-école qui prennent en leçon se comportent comme un moniteur d'auto-école classique, c'est-à-dire avec beaucoup de conduite commentée. Et puis, ils connaissent rien à la lésion cérébrale, et du coup, les patients, ils sortent, et puis l'auto-école dit « Ah, mais ça va revenir ». En fait, ça ne va pas revenir parce qu'il est négligent. Enfin, ça va peut-être revenir, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne va pas revenir à la minute, quoi. Donc, en fait, moi, je leur ai expliqué en consultation que je préférais largement qu'ils reprennent la conduite avec nous, qu'on évalue les choses de façon globale et j'ai envie de dire, ciblée, en fait, pour que derrière, ils sachent quoi travailler avant qu'on les réévalue. Parce que les auto-écoles seules, il y en a sûrement qui font du très bon travail, mais encore une fois, en évaluation, on ne fait pas une leçon de conduite. On laisse les patients conduire comme ils conduiraient s'ils étaient seuls sans nous,
et on voit ce qui se passe. Et c'est jamais ce que font les moniteurs d'auto-école. Ils laissent jamais faire quelque chose jusqu'au bout. Si jamais ils ont l'impression que la personne n'a pas vu le sens interdit, ils vont faire « Vous avez bien regardé autour de vous? Vous n'avez rien vu ?» Sauf qu'en fait, ça, les gens, ils sont censés le voir tout seuls, parce qu'ils sont plus... donc c'est vraiment deux métiers différents. Donner des leçons de conduite et faire de l'évaluation à la conduite, c'est pas la même chose. Merci. Rapidement, Claire, j'avais deux remarques. La première, bon, tu nous avais sensibilisé hein, sur les derniers textes, donc maintenant on a compris, et je me retourne vers les deux orthophonistes du service. L'AIC mineur, NIHSS 0 ou l'AIT, MOCA systématique dans le dossier, parce que si elle est correcte, OK pour la reprise. Donc, sauf qu'en fait, en faisant des MOCA, moi que je ne faisais pas systématiquement sur ces AIC mineurs, on parlait justement des difficultés, des handicaps invisibles, et ben souvent on se dit mince, mince, le MOCA ça va pas. Bon, ben on se laisse quelques jours de plus pour lui refaire le MOCA, et mince, la veille de sa sortie, on va vraiment lui refaire un MOCA pour le mettre dans le dossier, et c'est souvent ce qu'on se dit au staff. La deuxième chose, donc le premier message, c'est pas faire trop le MOCA trop tôt, même s'il reste très peu de temps, même s'il reste 4 jours, il faut mieux faire le MOCA au dernier jour pour le glisser dans le compte rendu d'hospitalisation. Et la dernière chose, c'est finalement, tout le monde n'a pas la chance de travailler avec Anne-Claire D'Apolito, donc qu'est-ce que tu nous recommandes comme dans la conclusion, nous, unité neurovasculaire, au patient, il doit prendre contact avec pour la reprise automobile? Bah après, pratico-pratique. Pratico-pratique, vous pouvez lui dire d'aller chez le médecin agréé directement, mais le médecin agréé, s'il fait bien son boulot, il va l'envoyer ailleurs. Donc il vaut mieux lui donner les adresses des centres qui font des évaluations. Elles sont sur le site du GRK Île-de-France. Vous avez en région parisienne Châtillon, les Invalides, Sainte-Marie, Coubert... j'en oublie peut-être, mais en tout cas, c'est celles qui me reviennent, qui font des évaluations. Et puis après, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il y ait le maximum d'équipes qui se montent pour éviter les problématiques de délai. Et donc, dernière question, une idée du délai? Ah ben, là, aujourd'hui, je ne saurais plus vous dire parce que plus personne fait d'évaluation avec le docteur D'Apolito, du coup, je ne peux pas vous dire. On prend une dernière question et puis ensuite on passera à l'intervention suivante. Peut-être que Maxence peut déjà commencer à s'installer. Alors, ils ont mis ergothérapeute. Après, encore une fois, le médecin agréé... mais après, la personne qui est, en tout cas dans les recommandations, ce n'est pas un ergothérapeute obligatoire. Ça, c'est sûr. Les neuropsychologues peuvent le faire, les kinés qui sont formés, enfin, il suffit que ce soit quelqu'un qui soit formé. Mais c'est vrai que dans les textes, ils ont écrit ergothérapeute. Maintenant, j'ai envie de dire au médecin agréé, à partir du moment où il a un bilan pluriprofessionnel avec une mise en situation et un bilan, même si c'était un neuropsy, je ne pense pas que ça l'empêchera de signer. Moi, c'était plus... Pardon, je suis là-haut. C'était plus une remarque. Je travaille sur l'hôpital de Nantes et en tant qu'ergo. Et en fait, on est confronté plutôt à des difficultés avec les médecins agréés. On se retrouve à faire des évaluations à peu près dans ce qui a été évoqué auparavant. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de faire en amont les bilans de neuropsy, une faute de temps parce qu'on a un défaut de nombre de neuropsy, avec des délais d'attente très nombreux. Mais du coup, les patients vont faire les démarches auprès d'un médecin agréé qui les reçoit quelquefois à plusieurs patients, qui les évalue à peu près 2 minutes 30, je crois, et qui ne regarde pas de compte-rendu et qui valide des choses sans avoir regardé la moindre information, que ce soit motrice, compte-rendu ergo, compte-rendu de la monitrice auto-école. Et je ne sais pas pour quelles raisons et comment, en gros, sont choisis ces médecins agréés. Parce qu'en fait, nous, ça nous pose vraiment question. Et du coup, on n'a pas confiance parfois sur certaines situations, en fait. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une question pure, mais vraiment une remarque où nous, on se retrouve un peu en difficulté face à ça, en fait. Je comprends. Et vous n'êtes pas la seule. Après, si je peux donner un conseil, c'est que finalement, échanger avec certains médecins agréés, ça crée du lien, ça crée de la compréhension. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a procédé et au fur et à mesure des années, on avait de moins en moins de difficultés et les médecins agréés, dans notre département, les gens appelaient et ils disaient « Ouf, allez d'abord là, après vous viendrez chez moi ». Donc ça porte ses fruits, mais c'est un travail de longue haleine et ils sont choisis, c'est des médecins volontaires qui décident d'aller passer 9 heures de formation et en 9 heures de formation, ils doivent avoir tout ce qui concerne les problématiques d'aptitude à la conduite et comment vous dire que les patients cérébrolésés, c'est vraiment pas leur priorité.